l'introduction des ateliers. Bien, on va donner la parole à l'atelier numéro 1. Bon, alors l'atelier numéro 1, concilier soins et accompagnement. C'est-à-dire, au fond, le mot important, c'était concilier des choses qui ne sont pas apparemment conciliables. Donc, ça a donné lieu à des discussions, à des exposés inégaux mais très riches, et à des discussions tout à fait sympathiques et animées, dont il est extrêmement difficile de tirer des conclusions. Sauf que nous nous sommes mutuellement encouragés à repartir chacun chez soi en nous posant des questions. Et en nous posant des questions compliquées, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment de formation d'équipe, d'information, de la place des familles, etc., etc. Les deux établissements qui sont intervenus n'avaient apparemment aucun point commun. L'un est un EHPAD, donc s'occupant de personnes âgées dépendantes, et l'autre est une maison qui reçoit des schizophrènes, ce qu'on appelait autrefois des schizophrènes vieillis, ou donc des schizophrènes en général plutôt bien et gagnant beaucoup à venir là, puisqu'ils sortaient d'hôpitaux ou d'institutions beaucoup plus importantes. Donc, l'apparence était que ça allait être difficile. Donc, au lieu de faire un exposé puis un autre, on a décidé de faire les deux exposés et de demander à la salle de poser des questions qui concilient, réconcilient ou fassent diverger ces deux approches. La première, c'était comment passer du soin à l'accompagnement. Évidemment, pour des gens qui sortaient d'institutions de soins et qui étaient là pour une maladie finissante et chronique, pour eux, il s'agissait vraiment de passer du soin à l'accompagnement et de leur faciliter au maximum des plaisirs de la vie quotidienne. Pour les autres, il s'agissait au contraire de prendre en compte leur handicap, leurs infirmités, leurs difficultés, sous un angle très précis qui était comment, dans un EHPAD, recevant des personnes âgées invalides, beaucoup, comment se débarrasser de la contention. Estimant d'ailleurs que pour une partie d'entre eux, ils étaient là parce qu'ils avaient choisi d'y être, et que même très invalides, et que le principe c'était il faut éviter toute contention au nom de la liberté des patients qui n'étaient pas très libres quand même dans leur corps. Donc un effort qui est passé par justement des discussions. Donc le mot-clé final, ça a été il faut parler, il faut parler de tout, et il faut surtout parler en suivant son intuition et non pas en fonction de facteurs préétablis ou de schémas préétablis. Il ne s'agit pas de réciter une leçon ou de montrer comment on a bien appris à faire tel ou tel geste, mais de dire tiens, il y a quelque chose qui me dérange, qui me surprend, et que dans ce système-là d'échange permanent se créait tout un réseau à la fois de formation, de rodage des uns aux autres, de formation technique des équipes, de liberté relative des équipes et des patients, puisqu'il s'agissait justement de se laisser aller à ce qu'on ressentait plutôt qu'à ce qu'on avait appris à l'école. Donc, en ce sens, les deux établissements, sous des approches extrêmement différentes, se posaient les mêmes questions, les mêmes difficultés,
et la même nécessité d'un rodage. Ce qui apparaissait peut-être, c'est la difficulté, surtout dans l'établissement pour personnes âgées qui supprimait la contention, la difficulté de penser complexe. C'était pas de contention. Le principe, c'était pas de contention. Et en fait, c'est très bien d'avoir des principes, mais on s'apercevait que de temps en temps, il fallait bien un peu de contention. Donc, nous nous sommes mutuellement invités à penser complexe, à penser sur une base 3, et à essayer de faire que, justement, toute cette formation, information aux familles, aux proches, à l'entourage, information aux patients eux-mêmes, tout ça ne soit pas que dans un but de formation ou de diffusion des idées, mais dans un but de questionnement éthique, et que l'éthique avait toute sa place là, toute sa place comme... alors je ne sais pas ce qui a été dit, mais je vais employer mes mots, comme poil à gratter. Comme poil à gratter qui fait en fait avancer les choses sur le plan du confort et même du plaisir des uns et des autres. Du coup, ça a été une discussion tout à fait intéressante qui, je le pense, va faire des petits. Voilà. On passe la parole à l'atelier 2. Sauf s'il y a des réactions dans la salle. Alors, déjà, il y a une montre sur le pupitre. Voilà. Alors, l'atelier numéro 2 qu'on vient de terminer s'appelait la bientraitance confrontée au règlement et à la législation, où nous avons eu, selon le principe qui a été adopté pour tous les ateliers, des présentations par un établissement EHPAD, donc chargé de la dépendance, en l'occurrence la Maison de la Vallée des Fleurs à Stein, dans le 93, et un établissement handicap, du secteur handicap, la Maison de la Forêt des Charmes à Saint-Julien-Lars, donc dans une zone plus calme que la Seine-Saint-Denis. Vous verrez, ça s'est reflété dans le choix des exemples. Alors, on a eu la chance d'avoir deux présentations parfaitement en ligne avec nos préoccupations, chacune constituée de deux exemples que je vais vous relater avant d'essayer d'en tirer quelques enseignements. Et une de ces présentations a fait intervenir directement un résident de la maison de Saint-Julien-Lars, dans des conditions sur lesquelles je reviendrai, et qui a été à un moment assez exceptionnel pour les gens qui étaient là, tout cela étant entouré de problèmes informatiques et technologiques. Et malgré tous ces problèmes informatiques et technologiques, il y a eu là un témoignage, je crois, je ne sais pas si les autres ateliers ont bénéficié d'un tel moment, mais qui était un moment où on a touché de très près à la fois la vertu de nos réflexions et l'intérêt plus largement de cette activité dans les établissements médicaux et sociaux. Alors, je vous relate les exemples, je vous raconte les exemples, et puis on essaye d'en tirer à chaque fois une leçon. Alors, le premier établissement qui est intervenu est l'établissement du secteur handicap, donc de Saint-Julien-Lars, qui a développé une thématique usagée, certes, mais surtout sujet de droit et citoyen. Donc le continuum sur le fait que les droits civils, politiques et la citoyenneté et les droits fondamentaux continuent de s'exercer au sein de l'établissement, sans doute autrement, mais si les conditions d'exercice de ces droits sont modifiées, elles ne sont sans doute pas niées.
Alors la première chose, le premier exemple a été l'exemple d'un résident. Le reportage, la présentation était intitulée « Liberté d'aimer et liberté d'être aimé ». Alors vous allez voir que derrière l'amour, il y a autre chose. Nous parlons là d'amour physique et pas d'amour conceptuel, qui nous a donc relaté la difficulté à gérer la volonté d'un résident, donc d'un établissement du secteur handicap, et à entretenir une relation qu'on qualifie d'affective ou de sexuelle, y compris dans un cadre de recours à la prostitution. Alors, c'est toute la difficulté de cette hypothèse nous a fait toucher, à mon avis, deux réalités. Une dont on a parlé ce matin, et l'autre qu'on a eu l'occasion d'explorer au sein du comité d'éthique et qui révèle une vraie difficulté à gérer. Alors la première chose, ce matin, rappelez-vous, on a dit que cette activité, cette démarche éthique, ce souci de respecter la liberté individuelle, le choix, les volontés des résidents, était une activité audacieuse qui pouvait également être risquée. Et on en a là l'illustration, tout simplement parce que juridiquement, dans notre droit, on peut être proxénète par fourniture de moyens, même si on n'en tire aucune ressource. Donc voilà le dilemme. Une personne veut entretenir une relation sexuelle, et pour qu'elle entretienne cette relation sexuelle, il faut qu'une prostituée vienne au sein de l'établissement, et cet établissement l'accueillerait, a été amené à s'interroger en connaissance de cause. Et là, bien évidemment, ce qui pourrait être une réponse positive expose, si ce n'est les personnes, au moins l'institution, à un risque, et qui est un risque, parce que ainsi est fait notre droit. J'ai eu l'occasion de rappeler, suscitant l'hommage de quelques auditeurs, que la prostitution en France n'était pas illégale, mais le racolage, la sollicitation de prestations sexuelles tarifées, mais surtout le proxénétisme, sont réellement des infractions pénales. Et en France, on peut être proxénète par fourniture de moyens. Donc si vous êtes le propriétaire d'un studio qui sert à de la prostitution, ce que vous n'ignorez pas sans en toucher un centime, vous êtes au sens de la loi un proxénète. Donc voilà un questionnement qui suppose d'intégrer, au-delà de la volonté de respecter la liberté de la personne et du résident, un risque réel d'ordre pénal qui peut être géré, nuancé, apprécié, mais qui de toute façon existe. La deuxième chose auquel m'a fait penser cet exemple, c'est une réflexion qui est née des travaux du comité d'éthique, où finalement, il nous a été exposé que derrière le besoin d'une relation sexuelle, il y avait une demande latente, derrière la demande manifeste, qui était une relation affective. Et telle est la manière dont a été appréhendé ce cas. Alors bien évidemment, je ne connais pas ce cas autrement que par la relation qui m'en a été faite, mais on a là quelque chose qui, pour le coup, nous questionne, hein, comme on a dit. Au sein du comité d'éthique, nous avons eu à travailler sur l'exercice et des droits fondamentaux, en établissements médico-sociaux. Et nous avons dit qu'il y avait 3 écueils absolument à éviter dès lors qu'on souhaitait, dans les déclarations et dans les réalités, respecter les droits et libertés. C'était, d'une part, l'interdiction, pure et simple. On en a parlé sur la liberté d'aller et venir, j'y reviendrai. D'autre part, l'interposition de personnes. Là encore, c'est une tentation. Non, laisse, je vais m'en occuper. Hein. Tu veux voter, laisse, je vais aller déposer tout le bulletin de vote. Tu veux t'exprimer, laisse, je vais parler à ta place. C'est un vrai danger qui existe dans les établissements médico-sociaux, ne serait-ce que par la parole, parce que la parole est parfois difficile à recueillir. Et puis,
il y a un troisième écueil, il y a un troisième danger, qui est la substitution. C'est-à-dire que je nie une demande, je nie un droit, alors je ne sais pas s'il y a un droit à entretenir des relations sexuelles ou un droit au désir, mais enfin je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient l'affirmer. Mais en fait là, on dit, non, il a exprimé un besoin de relation sexuelle, en fait, derrière la demande explicite, il y avait une demande latente, qui n'est pas une relation sexuelle, mais qui est une relation affective. Je crois que là, on touche un des dangers, au contraire, autant on a su solutionner le reste, autant là on est vraiment confronté à quelque chose dont il faut se prémunir, qui consiste à dire, non, derrière ce qu'il dit, il y a autre chose qui est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus facile, beaucoup plus moral, appelez ça comme vous voulez. Hein, je crois que, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais qu'il y a une vraie différence entre une relation sexuelle et une relation affective, même si l'une peut inclure l'autre. Je pense que Yanis hoche de la tête positivement, au niveau des concepts, hein, bien évidemment, hein, au niveau des concepts et des idées, c'est clair que c'est pas la même chose, hein, et que je crois qu'il y a donc une substitution de droit et de liberté, hein, et que ça nous a rappelé quelque chose qu'au sein du comité d'éthique, on avait essayé d'identifier comme étant un vrai danger dans ce que peut être l'exercice des droits et libertés. Deuxième exemple qui nous a été donné, un exemple intitulé « Enquête de fils ». Alors, enquête comme une enquête de police, et puis enquête comme une quête qu'on veut trouver. Alors là, je dois avouer que nous avons eu l'exemple d'un résident qui était là, personnellement, et qui nous a raconté, avec les moyens du bord, ce qu'il avait vécu et tout le rôle positif qu'avait joué l'établissement dans l'évolution de sa vie. Ce monsieur avait eu 4 enfants, 2 filles et 2 fils, dont il avait fait reconnaître le lien de filiation par un juge aux affaires familiales qui lui avait accordé un droit de visite, alors même que ses enfants ne portent pas son nom, puisqu'ils avaient été reconnus à la naissance par le nouveau compagnon de sa compagne au moment de la conception des enfants. Il a eu un accident qui a fait qu'il est rentré dans un établissement du secteur handicap d'ADF Résidence, et alors même qu'il ne voyait plus ses enfants, il a voulu les retrouver et bien évidemment rétablir un lien de filiation. Et c'est ce qu'a fait l'établissement dans des conditions remarquables. Je crois qu'ils nous ont dit que ça avait duré 1 an, mobilisant donc les moyens matériels pour se déplacer, les réseaux de partenaires, ainsi que l'institution judiciaire, pour faire que ce monsieur soit véritablement celui qui était le père biologique, dirait-on, mais le père de ses enfants, devenu adulte pour certains. Et ce monsieur nous a raconté à la fois ce parcours et la rencontre avec ses enfants. Alors, ça a bien évidemment été un moment de grâce, et on a touché au-delà de l'exemple quelque chose de très vrai, là encore sur ce que peut être un remarquable travail dans le respect de la personne. Bien évidemment, monsieur a été rétabli dans ses droits, et que finalement, c'est heureux. Ce qui peut apparaître comme une restriction à une liberté, en tout cas à une perte de sens ou à une perte de soi, ici, il a fait retrouver un droit qui avait déjà été reconnu par la justice. Mais la justice est ainsi faite que ce qu'elle a reconnu un jour, elle peut ne pas le reconnaître un autre jour, et en tout cas peut l'oublier. Donc monsieur a été rétabli dans ses droits. Mais surtout, ce qui est frappant dans cet exemple, c'est que les responsables de l'établissement ont fait venir ce monsieur pour raconter lui-même ce qui lui était arrivé et la rencontre avec ses enfants. Alors, ce monsieur s'exprime en première intention très mal, très très difficile à comprendre.
là, on a eu un procédé qui consistait à faire qu'au fur et à mesure qu'il parlait, on voyait apparaître une phrase, comme un sous-titre, pour dire ce qu'il ressentait, et ce qu'il avait vécu, et ce qu'il souhaitait nous dire. Et au bout d'un moment, ce que j'ai dit, le temps qu'on règle les problèmes informatiques, c'est qu'on comprenait ce qu'il disait. C'est assez étonnant. Et on n'avait même plus besoin de lire les sous-titres. C'est comme quand vous regardez un film en anglais, au bout d'un moment, vous parlez anglais, en tout cas vous comprenez anglais, et vous n'avez plus besoin de regarder les sous-titres. Et là, c'est beau, c'est juste, c'est conforme à l'esprit que veut développer la DEF Résidence, parce que dans l'expression de ce monsieur, dans l'expression de sa vie, de ses idées, de sa volonté, l'établissement, peut-être sans le savoir, en faisant comme M. Jourdain, en faisant de la prose sans le savoir, a eu le souci de ne pas interposer soit un médium, une vidéo, soit une personne, le responsable de l'établissement, pour permettre à cette personne handicapée de dire ce qu'elle avait à dire. Et on a là un travail remarquable, conforme aux réflexions qu'on a dit, car nous savons, nous, que le meilleur moyen de priver les gens de l'exercice de leurs droits fondamentaux, c'est notamment d'interposer des personnes. Et c'est facile, c'est la zone de confort. Pour éviter à ce monsieur de parler que personne ne comprenne, laisse, on va le faire, on va le raconter. Ce monsieur a raconté lui-même les choses. Alors, c'était bien évidemment en soi seul remarquable, et si on réfléchit, on s'aperçoit que c'est exactement ce qu'il faut être capable de faire dans un établissement médico-social qui a une véritable culture éthique, un véritable respect éthique, et qui respecte la personne. Et c'est d'autant plus remarquable, encore une fois, qu'au bout de 2 slides, on comprenait parfaitement ce que ce monsieur était en train de nous dire. Très très étonnant. Donc on a eu un exemple là qui était tout à fait remarquable. On est ensuite passé à l'EHPAD de Stein, la maison de la Vallée des Fleurs, qui est un EHPAD, et donc pas du secteur handicap, où on a examiné deux situations, on nous a relaté 2 situations très très bien, très très riches, et encore une fois faisant écho à la colonne vertébrale du jour, qui est cette démarche éthique au service d'une nouvelle conception des établissements médico-sociaux. La situation 1, c'est un résident marginal, puisque nous sommes en Seine-Saint-Denis, c'est pas qu'en Seine-Saint-Denis qu'on voit ce type de situation, mais un monsieur sans domicile fixe, ayant énormément de mal à s'adapter à la structure, ne souhaitant pas voir sa chambre nettoyée par les personnels, souhaitant prendre sa douche quand il voulait. On a compris à bas mot que c'était plus une fois par semaine qu'une fois par jour, donc évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Souhaitant continuer à mendier, souhaitant continuer à sortir quand il voulait sortir, souhaitant continuer à fumer, alors des cigarettes et puis des cigarettes qui font rire, donc d'autres choses, et puis ramener des copines dans l'établissement. Donc vivre sa vie de SDF. Alors bien évidemment, là c'est posé la question de la liberté d'aller et venir, et on a les responsables de l'établissement ont très très bien réagi à cette situation qui est de savoir, on l'a dit, l'éthique c'est de savoir comment concilier une liberté nécessairement individuelle à une organisation collective. Voilà quelqu'un qui va, qui vient, qui fait ce qu'il veut. Donc le réflexe, je dirais naturel, la zone de confort, c'est l'interdit. On ne sort pas, on ne fume pas, on ne ramène pas de copine et on prend sa douche. Voilà. Et là, on est d'accord, il n'y a pas mort d'homme, d'accord, on ne lui fait pas de mal, mais enfin, on le confronte à la citoyenneté, et au fait qu'il n'est pas seul. Ça n'a pas été la réponse de ces responsables. Et ça a été l'occasion de rappeler que dans un EHPAD, le principe, c'est pas l'interdiction d'aller et venir. Le principe, c'est la liberté d'aller et venir. Dedans comme dehors. Sauf 3 limites. La prescription médicale,
Il y en a une quatrième, c'est l'impossibilité physique, enfin celle-là, on n'en parle pas, la personne réellement dépendante, on ne la voit pas se lever pour sortir le soir. Mais sinon, la prescription médicale, l'interdiction de la tutelle pour les majeurs protégés, et puis ce que l'on appelle, qui est le guide de tout, l'atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Et ça a aussi été l'occasion de nous dire que l'éthique qu'ADEF Résidence appelle de ses voeux, ça n'est pas une éthique hors sol, c'est une éthique qui prend en compte le fait que l'établissement est sur un territoire. Et que la Seine-Saint-Denis, c'est ni la Corrèze, ni le Zambèze. Donc c'est quelque chose de très très particulier, qui suppose parfois d'être protégé, que l'on interdise les mouvements dans tous les sens, et vraiment ça nous a donné l'occasion de rappeler qu'on avait là un personnel qui avait pris la bonne décision. C'était pas, comme je l'ai dit, on fait comme ça, et puis c'est tout. On gère la marginalité dans le temps. Et on nous a raconté aussi que cette marginalité avait évolué. Deuxième cas, mais je vous rappelle qu'on est en Seine-Saint-Denis, donc là tout peut arriver. Deuxième cas, c'est un monsieur, bien sous tout rapport, s'étant occupé pendant 6 ans de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc connue de l'établissement, qui suite à une hospitalisation décide d'entrer dans l'EHPAD de sa propre volonté, et dont on s'aperçoit un jour que sous son lit, il a ramené une arme. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, encore une fois, on est en banlieue, les armes, c'est un peu partout, il n'y a pas de souci, on en trouve dans les écoles, on en trouve dans les caves, il ne faut pas qu'on n'en trouverait pas sous les lits dans un EHPAD. Mais ça pose quand même un vrai problème, un vrai problème qui a été amené à l'établissement, les responsables, à questionner la personne, d'abord, la personne, qui s'est étonnée de ce qu'on la questionne, en disant, mais il n'y a pas de problème, c'est un souvenir de famille, un peu comme un vieux compte en Suisse, si vous voulez. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont hérité d'un compte en Suisse, bon, c'est comme ça, on estime qu'on ne fraude pas le fisc, parce qu'on a hérité le compte en Suisse de son grand-père. Bon, là, c'est un peu le même problème, comprenant pas, voyant dans l'arme, manifestement en état de fonctionner, comme un tableau, la seule différence c'est qu'il n'avait pas accroché au mur. Mais cela pose évidemment un problème. Alors là, deux choses, là encore un enseignement à tirer de cela. Bien évidemment, la police a été prévenue, et on a expliqué au monsieur que ce n'était pas possible. Alors, dans un premier temps, il a pris son arme, il est rentré chez lui, et puis il allait voir son arme dans la journée, de temps en temps, chez lui, et puis en fait il revenait dormir le soir, et puis finalement tout ça, l'arme lui a été confisquée par les services de police, bien évidemment, et puis la situation est en train d'être réglée. Alors là, un exemple, et j'en aurai fini, qui nous permet de tirer une leçon et de dire les choses, c'est que, comme je l'ai dit en réaction tout à l'heure, bien évidemment, il s'agit de respecter la liberté individuelle, mais d'avoir très clairement à l'esprit qu'il n'y a pas plus de liberté dedans que de liberté dehors. Et qu'au sein d'un établissement qui a le souci de respecter la volonté de la personne, ses choix et sa singularité, il n'y a pas plus, il y a au sein de l'EHPAD des libertés, des droits et des obligations. Et ce que ce monsieur pensait être une liberté, celle de posséder chez soi une arme en état de fonctionnement sans permis de port d'arme, n'a rien à voir avec la liberté, qui, je le rappelle, se définit en droit comme la possibilité de faire toute chose qui ne nuit pas à autrui. Donc, ici, l'établissement a permis véritablement de rappeler à ce résident, à ce monsieur, les exigences de la citoyenneté qui font qu'il faut quand même respecter un certain nombre de choses et que la conception ne saurait être la liberté à tout craint et qu'il y a à l'intérieur comme dehors un certain nombre d'interdits et d'impossibilités. Donc véritablement, grande leçon, on a beaucoup parlé de reconnaissance de droit et nous avons terminé par l'affirmation d'une obligation. Donc la démarche éthique qui est celle d'ADEF Résidence,
n'est pas une démarche naïve, libertaire. C'est véritablement un processus raisonné qui, encore une fois, rappelle aux résidents leurs droits, leur liberté, a le souci de les respecter jusque dans le moindre détail, a le souci de vous les révéler, de les faire s'exprimer, avec le témoignage de Pierre, qui est venu en personne, avec les difficultés qui sont les siennes, exprimer ce qu'il avait à dire, mais c'est aussi une éthique qui sait rappeler les obligations aux résidents. Voilà, donc grande leçon que cet atelier numéro 2, et je vois que ceux qui n'y étaient pas le regrettent déjà. Il faut absolument qu'ils demandent aux gens qui ont assisté, comme tout cela a été à la fois instructif et très émouvant. Voilà, merci. Donc atelier numéro 3. Alors, l'atelier numéro 3 portait sur j'ai plein de petits papiers, sur la vocation et l'avenir des unités dédiées. Et avec les interventions de l'établissement des Tamaris de Lorient et de l'Églantier à Montlieu, ou l'Églantier à Montlieu. Donc, pour essayer de trouver un fil conducteur avec ce qui a été évoqué depuis ce matin, en préalable, je vais juste tirer quelques points des interventions de ce matin. Donc, Alain Greenfeld avait évoqué l'importance d'essayer d'innover, de contribuer à créer des établissements de nouvelle génération, notamment pour les personnes âgées dépendantes, et par exemple en menant des actions spécifiques, mais aussi en tenant compte des capacités présentes des résidents. Alors, dans le même ordre d'esprit, Yanis Constantinides a évoqué le fait de comment contribuer au sentiment de continuité d'existence et rendre la personne sujet et non hors sujet, ce que Sabrina Blou-Leroy a repris en parlant de prendre en compte l'humanité de l'individu. Donc, comment des personnes atteintes de graves lésions, comment elles vivent leur vie, voilà, comment leur donner la parole aussi, comment apprendre ce qui se passe pour elles. Donc tout ça pour introduire ce qui a été évoqué durant l'après-midi. Donc une manière de répondre à ces propositions, ce serait d'ouvrir les lieux, de changer le regard sur les résidents, de favoriser les échanges, de désenclaver. C'est ce que se sont efforcés de faire les deux établissements évoqués. Aussi, Sabrina Blou-Leroy évoquait l'idée de favoriser les processus de liaison, par exemple la créativité, mais aussi ça peut être les processus de liaison, ça peut être aussi favoriser l'expression des personnes. Et puis, donc, on va voir que dans les deux établissements, celui de Lorient et celui de Bondy, finalement, les propos tenus cet après-midi sont en rapport avec des moments de remaniement au sein des établissements. Lorient, puisque c'est un établissement qui est repris depuis peu de temps, et Bondy parce que l'institution sentait la nécessité de revisiter un peu la manière de concevoir l'unité protégée. Donc, alors si on prend ce qui a été dit par rapport à Lorient, donc il y avait Philippe Chiron, Maëlys Projet et le docteur Virginie Vinet-Ortega qui racontaient comment ils étaient en train de réfléchir justement à la place de l'unité dédiée à l'occasion de la restructuration de l'établissement. Cet établissement a été repris depuis un peu plus d'1 an et déjà dans un premier temps il y avait des unités, on va dire, séparées dans différents étages, etc. Un des premiers temps un peu d'observation, remaniement, ça a été de rassembler les différentes populations, de mélanger aussi bien les personnes accueillies avec troubles cognitifs que sans troubles cognitifs. Et puis ça a été aussi d'avoir un seul lieu de repas.
Et puis, pas de penser aussi que le résident pourrait avoir la même chambre pendant tout son séjour dans le lieu, et non pas fonction de son évolution. Et ils se sont rendus compte qu'en rassemblant ainsi les personnes, finalement, aussi en retirant des contentions d'ailleurs, ils se sont rendus compte que de la liberté, je suis un peu la reine des lapsus, de la liberté d'aller et venir et retrouver, de la vie sociale recréée entre résidents avec troubles cognitifs ou non. Donc le retour d'expérience a été si positif, très positif, si ce n'est parfois des craintes exprimées de la part des familles sur cette proximité. Et puis, les salariés se sont autorisés aussi à prendre des risques, et donc l'établissement est ouvert sur l'extérieur avec l'observation, par exemple, que les personnes peuvent aller dehors, quelquefois sans autorisation, mais ils se sont rendus compte finalement qu'en laissant cette liberté d'aller et venir, dans un premier temps, les personnes partaient assez souvent, et finalement de moins en moins souvent, et investissaient les lieux tels qu'ils leur étaient proposés. Donc ces remaniements, le fait que cette restructuration ait été l'occasion de repenser comment fonctionner, fait que finalement le directeur se demande réellement quel va être l'intérêt d'une unité dédiée. L'unité dédiée est en train d'être conçue dans le projet architectural. Mais voilà, ça arrive avec ce... Et puis, une remarque sur cette unité qui sera ouverte sur un jardin. Et voilà. Donc, première expérience, avec aussi l'idée que ce décloisonnement avait contribué à créer des liens entre les résidents. Alors, deuxième expérience, l'intervention était intitulée Fragments de vie, présentée par Eva Chenlar et Franck Le Port-Voisin. Ils sont donc à l'occasion d'une réflexion menée pour essayer de repenser différemment ce qui s'appelait avant l'unité protégée et maintenant l'unité dédiée. Ils se sont dit comment redonner vie à tout ce qui se passe dans l'établissement, notamment pour les personnes destinées à cette unité. Et ils ont réfléchi à un atelier ouvert aux personnes de cette unité et qui étaient libres ou non qui étaient libres de venir. Et autour de... Ils ont proposé cet atelier pendant 3 ans autour d'éléments de vocabulaire. Alors les personnes, en prenant l'alphabet, et les résidents pouvaient, par exemple, on pouvait leur dire A, qu'est-ce que ça vous évoque, et puis ils pouvaient dire, on pourrait, je sais pas, parler d'Alzheimer, par exemple, ou parler P, psychologue, enfin bon. Et ils ont été extrêmement étonnés par la richesse des propos tenus, le fait que les personnes se sont pas mal exprimées, non seulement sur eux-mêmes, mais aussi finalement, ils ont été étonnés par le fait que ça tissait des liens entre les résidents, qui pouvaient se souvenir du prénom des autres, du prénom des animateurs, etc. aussi. Et c'est-à-dire que ça allait plus loin que leurs objectifs. Alors peut-être, et puis donc, Alice Fallet, pendant la discussion, a évoqué également un groupe de travail qui a été mené avec des professionnels d'établissement et aussi du siège sur justement sur ce que devaient être des unités dédiées et puis sur les difficultés rencontrées. Donc les échanges d'expériences mettent en lumière un certain nombre de points d'alerte comme un sentiment d'enfermement, l'apparition de maltraitance ou le mal-être des professionnels qui doivent être justement entendus comme des points d'alerte nécessitant
une réflexion et un travail. Alors, un autre élément, c'était ils ont été amenés à repérer un certain nombre de prérequis qui visent à prévenir ou remédier à ces dangers, qui seraient par exemple un environnement architectural adéquat, adapté, ce qui est en train d'être pensé par exemple donc à Lorient, un diagnostic à entrée, enfin, un volontariat et une formation des professionnels, des projets de soins spécifiques, enfin, etc. Avec l'idée aussi que ces prérequis devaient être pensés de manière pluridisciplinaire au sein des établissements. Donc, alors peut-être un dernier, alors 2 points, je dirais, c'est que peut-être qui mérite d'être souligné, c'est qu'à chaque fois, ces remaniements se sont faits justement grâce à cette période de changement, soit l'achat de, enfin, le fait de, je ne suis pas sûre que ce soit le terme adéquat, mais soit la reprise d'un établissement, soit peut-être, alors est-ce qu'il s'agissait d'une crise pour Bondy, ça n'a pas été évoqué comme ça, mais peut-être, en tous les cas, la nécessité de repenser quelque chose qui se faisait. Donc dans les 2 cas, ça a instauré une certaine dynamique, et alors avec la question de qu'est-ce qui se passe quand cette dynamique s'estompe. Enfin, c'est peut-être un des points qui se profilait. Et puis, juste pour terminer cette présentation d'atelier, la phrase, alors ça c'est dédié à Yanis Constantinides, par rapport à ce qui a été évoqué ce matin, un des résidents qui dit dans l'atelier alphabétique, là, qui dit Alzheimer, eh bien, le cerveau s'affaiblit, mais le corps réfléchit à la place, on conserve nos qualités. Merci. Du coup, on passe à la suite.